Eh bien, merci de votre participation à cet atelier de la Fédération des tiers de confiance de numérique, FNTC, consacré à l'archivage des factures électroniques, où il sera question des pièges à éviter. Donc en une demi-heure, on n'a pas forcément vocation à apporter toutes les réponses, mais peut-être en sortant, on espère que vous aurez une bonne vision des questions qu'il convient de se poser. C'est un atelier qui, comme tous les ateliers, est prévu sur une durée de 30 minutes. Donc on va avoir à cœur de tenir cet engagement. C'est assez court. Alors déjà, je m'excuse par avance auprès des intervenants et intervenantes parce que je vais peut-être être amené à tempérer leur enthousiasme et leur expertise pour leur demander d'être encore plus synthétique. Et puis, je vais être amené aussi à dire que je vais garder les questions, premièrement, pour la fin, et que deuxièmement, il n'y aura vraisemblablement pas de temps pour avoir des questions à la fin. Mais ceux qui ont prévu d'aller sur un autre atelier ou d'aller voir les stands, etc., dans 30 minutes, vous serez libérés. Et en revanche, comme la salle est libre, on restera un moment, on pourra discuter de façon plus informelle pour ceux qui veulent approfondir ou poser des questions qu'ils n'auront pas eu le temps de poser durant la session. Alors, les intervenants, les intervenantes, hormis le fait que je fais remarquer que c'est un atelier qui est strictement paritaire, donc ça c'est bien, je ne sais pas si les autres font aussi bien, mais nous on est fiers. Je vais déroger à la traditionnelle présentation des intervenants et intervenantes par eux-mêmes, parce que finalement on va aller directement à l'essentiel. Vous avez nos noms, vous avez nos organismes d'appartenance, mais aujourd'hui on intervient au nom de la Fédération des tiers de confiance. Et puis vous voyez qu'il est question de réglementaire, de profession réglementée, de conformité, de compliance. Donc ça vous donne quand même une petite idée des sujets qui vont être abordés. Atelier FNTC. Alors, petite quand même introduction institutionnelle. FNTC, Fédération des tiers de confiance du numérique. C'est un organisme que je ne vais pas forcément présenter en détail, ni même lire et relire et paraphraser la diapositive et le kakémono. J'insisterai simplement sur peut-être 2 points. C'est l'ancienneté. Depuis 2001, certains d'entre nous, en tout cas les membres, les adhérents, travaillent sur des sujets liés à l'archivage électronique, à la signature électronique, à la dématérialisation. Le deuxième aspect qu'on peut souligner, c'est la diversité des membres. Vous avez des prestataires de services de confiance numérique, tiers archiveurs, éditeurs de logiciels, des spécialistes de la signature électronique, des experts. Parmi les experts, vous avez des avocats spécialisés en droit du numérique. Vous avez des professions réglementées, c'est quelque chose qui est très important au sein de la FNTC, et notamment les experts comptables. Vous avez des startups, et puis, c'est pas marqué, vous avez quelques candidats PDP, on dit bien candidats, mais je pense que d'ici quelques mois, on pourra peut-être refaire la diapositive en mettant qu'il y a des plateformes de dématérialisation partenaires qui font partie des membres de la FNTC. La FNTC, par rapport au contexte de la journée, est non seulement membre, mais participe au conseil d'administration du FNF. Alors la FNTC a des domaines d'expertise et des modes d'intervention. Là encore, je ne vais pas tout détailler. Vous voyez qu'il est question de participation à des événements et des domaines d'expertise archivage. On y est. Vous avez aussi la publication de guides. Voilà. Ils sont disponibles sur le site web de la FNTC, mais aussi parfois en modèle hybride imprimé. Vous avez celui-là sur la lettre commandée électronique, il est paru il y a 2 jours. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un exemplaire. Et puis, parmi tous ces domaines et modes d'intervention, il y a 2 sujets qui me tiennent à cœur, et aussi à Séverine, c'est tout ce qui est lié aux travaux sur la normalisation, qui est un point un peu spécifique, et puis la collaboration avec le milieu universitaire, notamment dans le cadre de Master Droit du numérique. J'ai dit qu'on allait à l'essentiel. On va commencer. Première question, puisque on va prendre le sujet question par question, finalement.
archivage des factures électroniques, à moins que ce soit l'archivage électronique des factures. Mais de quoi on parle? Est-ce que c'est un document, des données, les deux finalement, c'est quoi le format? Alors c'est pour Jean peut-être cette première question. Oui, on va déjà vous définir un petit peu, parce qu'avant de savoir qu'est-ce qu'on va archiver, il faut peut-être définir c'est quoi une facture. Une facture, c'est assez compliqué, parce qu'en matière fiscale, on a plusieurs définitions. D'ailleurs, dans les normes, quand on prend le texte sur la facturation électronique, on a ce qu'on appelle le socle des 3 normes, on a 3 normes à l'intérieur, C2I, UBL, donc on a 2 normes EDI, et on a FactureX, qui est une norme, qui est un PDF, qui porte son fichier XML, qui porte sa donnée, donc un format lisible. Donc on a soit de l'EDI, soit un document lisible. Donc déjà, données, documents, deux choses différentes. Ensuite, les textes fiscaux nous définissent, l'article 289.7 nous définit qu'il y a plusieurs façons de faire. L'article 289.7 du CJ, pardon, du Code général des impôts, parce que j'ai fiscalité, donc c'est Code général des impôts, bien sûr, ou livre de procédure fiscale, quand on va parler du 102 pour l'archivage. Bon, la conservation, pardon. Donc, très clairement, deux types de factures, et un texte qui nous dit que si vous n'utilisez pas de l'EDI, du document signé ou scellé électroniquement, et on revient dans le domaine de compétences, la code de la FNTC, dans ce cas-là, vous devez mettre en place une piste d'audit fiable. Ce qui veut dire que la facture va avoir un certain nombre de documents qui vont constituer, et quand je suis en EDI ou en piste d'audit fiable, la facture, c'est un ensemble de données, un bon de commande, un bon de livraison, une facture. Et donc c'est un ensemble, la facture. Alors que quand je suis dans un document pour lequel il n'y a pas l'obligation de conserver une piste d'audit fiable, donc un document signé ou scellé, dans ce cas-là, on est sur un document sécurisé et certifié. Donc là, je commence à ouvrir à mes petits camarades de l'archivage les portes, pour qu'ils me disent après qu'est-ce qu'on va archiver là-dedans. Parce qu'il faut tout archiver pour garder la valeur probante du document. Donc ça, c'est important, sachant, juste pour terminer, que l'EDI, c'est plutôt les très grands facturiers qui font de gros volumes, certains secteurs d'activité, l'automobile, la grande distribution, la finance, le BTP, voilà, en général. Mais après, on a quand même, nous, experts comptables, on s'occupe de 4 millions de TPE, PME, et quasiment dans tout ce monde-là, s'ils n'appartiennent pas à un des secteurs que je vous ai cités, ils vont faire du FactureX, ils vont faire de la facture lisible, parce qu'ils n'ont pas d'ERP, ils ne savent pas faire d'EDI, ils ne savent pas faire tout ça. Donc voilà, deux populations pour traiter une facture, et avec des choses différentes pour constituer la facture. Alors, dans tes propos, il a été question de valeur probante. Ah oui, j'ai déjà dit. Voilà. Je ne peux pas m'en empêcher. Notre vocation probatoire, il y a un terme en général qui fait frémir les juristes qui n'aiment pas beaucoup, mais qui est assez compréhensible, c'est la notion d'archivage légal. Désolé, c'est pas un terme qui n'est pas très juridiquement correct, mais qui permet de comprendre de quoi on parle. Et finalement, quand on parle d'archivage, qu'est-ce qu'il faut archiver? A priori l'original, mais c'est quoi l'original? Et puis surtout, dans le contexte actuel, on commence à parler de PPF, futur PDP, OD, ERP. Non seulement qu'est-ce que l'original et où il est passé. Et où il est passé. Donc l'original, par rapport à ce que je vous ai dit avant, les formats, l'administration fiscale, d'ailleurs, dans tous ces textes, j'ai beaucoup débattu avec eux, on est entièrement d'accord, ne définit jamais la notion d'original. L'original, c'est un mot qui n'existe pas dans les textes du Code général des impôts ou du livre de procédure qui définit comment on doit conserver tout ça. Voilà. Donc maintenant, on a eu des débats, pas mal de débats avec eux, avec les gens qui sont intervenus, Céline ou d'autres, pour dire c'est quoi. Alors, l'exemplaire de référence, parce que je ne vais pas les fâcher, moi je vais parler d'original, parce qu'il n'y a pas que le code fiscal, il y a aussi le code de commerce. Donc la facture, elle n'est pas que fiscale, elle est aussi civile ou commerciale. Et donc moi je veux connaître un original, même si pour l'administration fiscale, je vous parlerai plutôt d'exemplaires de référence. Alors par rapport à ce que je vous ai dit, c'est un petit peu difficile quand je suis en EDI, parce que l'EDI, ou la piste d'audit fiable, c'est un ensemble de documents. Si je suis en EDI, j'ai un bon de commande qui a été accepté.
j'ai un bon de fabrication qui a été accepté, j'ai un bon de livraison qui a été accepté, j'ai une facture qui a été acceptée. Tout ça, c'est la facture. Donc c'est un ensemble de documents. Et à quel moment ça devient l'exemplaire de référence? Alors on sait définir dans la facturation électronique, ce serait le moment où c'est déposé par la plateforme, PDP, PDF, on ne parle pas des plateformes ateliers, voilà, déposé par la plateforme. C'est le dépôt de la plateforme qui va donner l'exemplaire de référence. Donc moi, mais je corrige tout de suite en disant oui, mais moi qui vais faire du Facture X scellé électroniquement ou signé, c'est la signature ou c'est la signature ou le scellement du document. Là, je ne suis pas dans un flux de données, donc je fais bien la différence entre un flux de données qui devient définitif à la fin, voilà, et un document qui lui sera un original, parce que là j'ai une définition, j'ai un texte, article 1366 du Code civil, donc tout ça c'est parfaitement défini. En numérique, le droit du numérique, je connais beaucoup mieux que l'approche du Code général des impôts, et donc ça va être mon exemplaire de mon original. Là, j'utilise le mot original, à partir du moment où j'ai un document signé ou scellé. Donc, original numérique, le Code civil, exemplaire de référence, le droit fiscal. Et juste, il y a des gens dans la salle qui sont super spécialistes, peut-être autant que nous, voire plus, peut-être qu'ils débutent un peu. Quand on dit que tu as discuté avec Céline, peut-être préciser. Ah pardon, vous avez vu ce matin à la plénière, Céline Fracoliac, la directrice du service de la DGFiP. Donc ça, c'est des grands débats qu'on a eus également au sein de la FNFE, parce qu'en effet, c'est des débats importants pour bien dire. Moi, expert comptable, j'ai un vrai problème de savoir mon original, il se balade où, quoi. Et on est accroché à nos originaux. Moi, toute ma vie, on m'a dit, un original, quand tu l'as, tu le gardes comme un prunelle de tes yeux. Donc j'ai demandé aux gens de me l'archiver. Alors pour poursuivre... je passe la main. Pour poursuivre, le thème a été un petit peu introduit, on va l'approfondir. Effectivement, quand on parle d'archivage des factures électroniques, on perçoit assez rapidement que ça ne se limite pas forcément à la seule facture. En plus, suivant qu'on est en EDI, avec signature au cachet ou avec piste authentifiable, ça va être un petit peu différent. Donc, c'est très important de voir le périmètre d'archivage. On n'archive pas que la facture, c'est pas que la facture. Et c'est en fonction des méthodologies, des méthodes de sécurisation des factures qui sont définies par le Code général des impôts. Comme vous devez le savoir, il y a 3 grands modes de dématérialisation fiscale. Comment on peut faire de la facturation électronique? Il y a le mode dit EDI fiscal, le mode dit signé et le mode dit piste d'audit fiable. Et en fonction des modes, on ne va pas archiver la même chose. Alors, on va archiver ce qu'on appelle... Moi je tiens à parler d'original fiscal. L'original. Alors, la DGFiP parle maintenant, avec la réforme, plutôt de pièges justificatifs de déductibilité de la TVA, plutôt que de parler d'original dans le cadre de la réforme. Mais on va donc archiver l'original. Donc, en EDI, qu'est-ce qui va être archivé? En EDI, ce qui va être archivé, ça va être c'est un format structuré, l'EDI. Donc, dans le cadre de la réforme, généralement, ça va être un UBL ou un C2I. On va archiver, c'est un fichier structuré, mais c'est pas que ça. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est pas la réforme qui l'a inventé, et ça va être maintenu dans le cadre de la réforme. En EDI fiscal, on doit créer ce qu'on appelle les listes récapitulatives des messages émis et reçus. C'est des journaux de transmission, ça retrace un petit peu toutes les étapes de traitement de la facture, et cette liste récapitulative va contenir un certain nombre d'informations de la facture, principales informations, qui vont devenir presque après derrière des critères d'indexation, parce que c'est important. Il y a l'archivage, mais il y a l'archivage, on doit pouvoir restituer en cas de contrôle les documents qui vont être archivés. Donc cette liste récapitulative, on doit la créer en émission et en réception, à la fois côté émetteur et côté récepteur. Et cette liste doit être archivée, ça fait partie de l'archive fiscale. Il y a également ce qu'on appelle les fichiers partenaires en EDI fiscal. Alors les fichiers partenaires, pour travailler en démat fiscal, il faut se mettre d'accord. Demain, pour le flux domestique, on n'aura plus besoin d'un accord parce que ça devient obligatoire. Mais les fichiers partenaires, c'est des éléments d'identification du fournisseur et de l'acheteur. Et tout ça, c'est horodaté, c'est très important, parce que aussi dans l'archivage, il y a une notion d'horodatage et de journalisation qui est très très importante. Et également, indisible, parce que autant le Facture X, il est indisible parce qu'il y a une image PDF, mais un EDI
qui peut être un XML, un IBL, un C2I. C'est pas intelligible pour l'administration fiscale. On a besoin de restituer en langage clair. Et donc, on va créer un lisible à partir de l'original fiscal, le fichier structuré. Et ça aussi, c'est une pièce constitutive de l'archive fiscale. Donc, il y a un grand nombre de documents qui sont archivés en EDI. Ça, c'est pour le DI. Alors, beaucoup plus simple pour le mode signé. Donc, Plus simple. Pas plus simple, mais il y a un peu moins de choses à archiver. Donc, c'est l'image facture, c'est un PDF natif sur lequel on va rajouter une signature. Donc, et qui va garantir une certaine intégrité, une belle intégrité même. Donc c'est une signature, alors dans le cadre de la réforme, il y a eu un décret qui est sorti en mai de l'année dernière, donc on a un peu introduit le règlement IDAS parce qu'on n'avait pas adapté le règlement IDAS à la facture, donc c'est un certificat, une signature qualifiée ou un cachet électronique qualifié, répondant aux critères IDAS. Et donc, à cette signature, il y a un certificat. Donc ça, c'est archivé. Là, on va avoir le fichier facture signé et on va devoir conserver cette signature électronique et ce certificat. Donc ça compose l'archive fiscale en EDI. Et le troisième mode, qui est le mode de piste d'audit fiable, qui est le fait de devoir mettre en place des contrôles documentés et permanents. On va avoir un fichier structuré ou non, qui ne va pas forcément avoir une signature. Mais là encore, comme l'expliquait Jean tout à l'heure, on va devoir mettre en place, la SUGT va devoir mettre en place des contrôles documentés. Et dans ces contrôles documentés, on va devoir rapprocher par exemple une facture d'un bon de commande, d'un avis d'expédition, d'un bon de livraison, d'un règlement. On peut rapprocher d'un contrat, s'il y a un contrat. Tous ces éléments, ça va constituer la piste d'audit et tous ces éléments doivent être archivés. Alors aujourd'hui, ils admettent que ce ne soit pas forcément que de l'électronique, mais si vous avez tous ces documents qui gravitent autour de la facture électroniquement, il va falloir garantir une intégrité. Et qui dit intégrité, comment on va la garantir? Donc on va en parler un peu plus tard sur les caractéristiques de l'archivage à valeur flottante. On va en parler plus tard si on a le temps, mais je vous remercie de la concision de vos interventions. On voit bien qu'on est moins dans l'archivage de la facture, de l'archivage de l'univers de la facture, qu'il s'agisse de DI, de signature de cachet ou de piste d'audit fiable. Une fois qu'on a archivé l'univers de la facture, on n'a peut-être pas été au bout des choses, puisque dans les organisations, les entreprises, il y a quand même d'autres choses à archiver. On le met à côté de la facture, on le met au même endroit. Qu'est-ce que tu en penses, Séverine? Oui. Oui, ça c'est classique. En deux mots, bien sûr, il n'y a pas que la facture dans la vie, puisque la facture, c'est ce qui nous permet de démontrer, d'aboutir qu'on a vendu quelque chose, et c'est pour ça qu'on a des activités. Et autour de ces activités, évidemment, on a plein d'autres documents dans une entreprise, ne serait-ce que des contrats de travail qui sont de plus en plus dématérialisés, signés électroniquement. On a évidemment de plus en plus des bulletins de paye sur lesquels on a des obligations légales. Donc dans l'entreprise, il y a beaucoup de documents pour lesquels on est obligé de les archiver. Tant qu'on était dans le papier, on mettait ça dans des boîtes, on était tranquille. À partir du moment où ils deviennent numériques, ça représente énormément d'avantages sur le temps de traitement, sur l'accès à l'information, sur la production, c'est formidable. Mais pour autant, ça nécessite en contrepartie des règles de conservation et des moyens techniques qui vont permettre de garantir que le document n'a pas été falsifié. Parce que c'est beaucoup plus facile de falsifier un document électronique qu'un document papier. De ce fait, l'entreprise a de plus en plus de documents à archiver électroniquement à côté, en plus de la facture électronique. Et effectivement, ça peut paraître du bon sens élémentaire de se dire qu'on ne va pas avoir un système d'archivage électronique en bonne et due forme qui va répondre à toutes nos obligations de garantir l'intégrité, c'est-à-dire que le document n'a pas été falsifié, qu'il a été conservé pour la bonne durée, qu'il a été détruit au bon moment en respectant la réglementation. Donc voilà, on peut se dire que ça peut être une bonne idée de ne pas avoir autant de systèmes d'archivage électronique que de documents, mais un système qui va être le réceptacle de l'ensemble des documents et pouvoir les conserver en bonne et due forme pour répondre aux obligations légales, mais protéger aussi l'entreprise dans le cadre de contention potentielle. On voit déjà qu'il y a deux pièges à éviter, c'est de faire de la dématérialisation de factures sans penser à l'archivage, et après de faire de l'archivage de la facture et de son environnement sans penser au reste des choses à archiver et de réinventer à chaque fois des dispositifs. Autre question, maintenant qu'on a commencé à identifier ce qu'il fallait archiver, conserver,
c'est combien de temps? Alors visiblement, pas trop court ni trop long. Et puis quand on regarde un petit peu, parfois on va tomber sur une durée de 6 ans, parfois on regarde ailleurs, on va tomber sur une durée de 10 ans. Qu'en est-il alors? Bah oui, les deux ont l'air vrai. En France, on a l'autonomie du droit fiscal par rapport au droit civil notamment, et donc bien sûr, et le droit commercial. Et donc très clairement, j'ai deux principales dates qui sont 6 ans, 3 et 3. Maintenant c'est 6 puisque ce sera tout électronique. Avant on pouvait alterner 3 et 3. Bon, maintenant 6 ans fiscal, on va pas se compliquer la vie. Et puis au niveau commercial, la prescription c'est 10 ans. Hein? Ce qui n'empêche pas qu'on en parlait tout à l'heure, là, de temps en temps, il y a des documents, il faut peut-être que je les garde un petit peu plus longtemps quand même, parce que par exemple, si j'ai une facture d'immobilisation d'une construction avec une régularisation de TVA sur 20 ans, il faudra que je le garde 20 ans. Et si j'ai un problème dans le bâtiment, notamment de conservation, enfin de preuves à 30 ans, je peux avoir aussi du 30 ans sur certains documents. Donc 6-10 de base, certains documents 20 ans et certains autres 30. Donc, et je rappelle quand même qu'on a l'habitude de choses assez longues, hein, juste par aparté, bulletin de paye c'est 50 ans. 6 ans pour être tranquille vis-à-vis du fisc, 10 ans pour être tranquille en matière de droit commercial, encore plus longtemps pour être tranquille pour tous les cas de figure qui pourraient alternatives qui pourraient se présenter. Finalement, peut-être qu'il faut garder sans limitation de durée, mais je pense que là, je vais faire réagir certains et certaines, et notamment Séverine. Non. Non. Tout à l'heure, c'était oui, là, c'est non. Je suis quand même hyper cohérente. Donc, bah non. Non, évidemment que non. Alors, je vous passe le chapitre environnemental où si on croit que faire de la conservation et utiliser des systèmes informatiques, ça n'a pas d'impact sur la planète et qu'on va tout sauver parce qu'on n'a pas coupé des arbres. Je pense qu'on est en train de se rendre compte que non. Donc, ceci étant dit, on a aussi des obligations, juste au cas où il y aurait des données personnelles dans ces dossiers, ça s'appelle le RGPD, vous connaissez tous ça par cœur, et donc à l'issue de la durée du traitement, on a l'obligation d'éliminer l'ensemble des documents. Donc il est nécessaire de gérer le cycle de vie des documents, c'est impératif, ce qui veut dire que pour chaque document, on doit savoir quelle est la durée de conservation que l'on a choisie, et à l'issue de cette durée de conservation, procéder à une élimination complète du document, ainsi que de ses métadonnées, et de garder la trace de cette élimination en bonne et due forme. Donc non, tout garder 10 ans, ça va probablement pas être une bonne idée, tout garder pour toujours, encore moins, mais au contraire, on doit avoir une gestion raisonnée de cette information et la piloter avec le cycle de vie, ce que font les systèmes d'archivage électronique. Tu voulais peut-être compléter, non? Sur la durée de conservation, alors, il y avait à ce stade une petite question qui était prévue sur la différence entre la sauvegarde et l'archivage. Je crois que je vais un peu squeezer cette partie-là parce qu'on va regarder les 5 minutes qui restent pour les sujets essentiels. Vous le savez, la sauvegarde, c'est une photo. On garde cette photo, s'il y a un crash, on restaure. Et puis on prend une photo exhaustive plus ou moins régulièrement, puis les anciennes photos sont remplacées par les nouvelles. L'archivage, vous l'avez compris, c'est une sélection de ce qui a de la valeur, ce qui est important, ce qui doit être produit pour les contrôles, des contentieux, pour faire valoir des droits, pour une durée précise et pas au-delà. Je pense que la plupart d'entre vous, soit vous le savez déjà, soit vous l'aviez plus ou moins pressenti. Là, il va falloir réexpliquer tout ça à 4 millions d'entreprises pour qui c'est vraiment pas le quotidien, et c'est normal. Et donc, il y aura un aspect pédagogique pour réexpliquer que la sauvegarde, c'est important, mais c'est pas de l'archivage, et qu'il faudra gérer les deux. Et accessoirement, sauvegarder l'archivage. Ça, c'est autre chose. On va peut-être aller un peu plus loin, au-delà de cette dichotomie basique entre sauvegarde et archivage, pour rentrer dans les caractéristiques de l'archivage. D'ailleurs, est-ce que c'est des caractéristiques de l'archivage ou de l'archivage électronique? Est-ce qu'on parle du même sujet? Est-ce que c'est deux sujets qui sont distincts par rapport à l'archivage papier? Et là, il y a un volet juridique, un volet normatif. Il y a deux aspects qui rentrent en ligne de compte, qui sont complémentaires. Peut-être, Karine, pour commencer par le volet juridique. Alors, juridique, on parle d'archivage à valeur probante. L'origine
On a commencé à avoir des textes spécifiques à l'archivage à valeur probante au courant des années 2016. Tout à l'heure, Jean a cité l'article 1366 du Code civil. C'est le premier cadre qui reconnaît que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. Mais il y a 1316, c'est la loi de 2001, parce qu'il y a eu une réforme du droit de la preuve. Donc ça, c'est très important, parce que l'idée, c'est que le droit doit suivre les évolutions des technologies. Voilà. Et donc, avant, la preuve parfaite, c'était la preuve par manuscrite écrite. Donc, la loi, en 2001, il y a eu une grosse réforme du droit de la preuve, et bien évidemment, a reconnu une valeur à l'écrit électronique par rapport à l'écrit à la preuve manuscrite. Et donc, par rapport à l'archivage, donc il y a eu cet article 1366 du Code civil, alors oui, même valeur probante que l'écrit sur support papier, mais il y a des conditions. Il faut qu'on puisse vérifier l'auteur de cet écrit. Donc il faut authentifier, il y a une notion d'authenticité de l'origine du document, de celui de qui émane le document, et également faire en sorte que ce document, cet écrit électronique, ce document électronique puisse être établi et conservé de manière à garantir son intégrité. Donc vous allez voir que finalement les caractéristiques de l'archivage, ça intègre la notion d'authenticité, d'intégrité et de lisibilité. Et ce triptyque, c'est des conditions afférentes à la facturation électronique. Pour rappel, c'est vrai aujourd'hui, c'est rappelé dans les décrets, et ça va être certainement rappelé dans les nouveaux décrets, dans le cadre de la réforme. Une facture, on doit garantir l'authenticité de l'origine de la facture, son intégrité, l'intégrité de son contenu et sa lisibilité depuis son émission, mais jusqu'à la fin de la période légale de son stockage, de son archivage, sa conservation. Donc ces notions d'intégrité, c'est pas une fois qu'on l'a émise, il faut le garantir dans le cadre de l'archivage. Alors l'authenticité, on va devoir prouver l'identité de celui qui a émis le document électronique. On va devoir dater l'archivage, donc il y a des notions d'horodatage, des notions d'intégrité, d'accès restreint, il y a des notions de confidentialité également. Il va falloir avoir des authentifications fortes, des accès forts, et puis il y a une notion aussi de ne pas le détruire, c'est-à-dire de pouvoir conserver le document, et qui est pas, c'est pour ça qu'on conserve avec des technologies de non réinscriptibles. On ne peut pas effacer les données qui sont dans un document et les régénérer. Donc, des points quand même qui sont bien connus et maîtrisés par les professionnels, dont on parlera peut-être en off une fois l'atelier fini dans quelques minutes, et on retient cette authenticité d'origine, intégrité et visibilité. Ce sont vraiment les trois critères et qui restent valables avec la réforme. Je crois que c'est un point sur lequel il faut insister. Alors, c'est vrai que ça ne va pas être facile, mais en quelques minutes, justement, ces caractéristiques qui sont définies par la réglementation, il y a ce qu'on appelle des normes, qu'elles soient françaises ou européennes ou autres, qui peuvent permettre de définir l'état de l'art et de nous aider à savoir comment il faut faire. Peut-être. Oui. Non, oui, la bonne nouvelle, c'est que la France, c'est un pays qui a été assez précurseur en la matière. Et depuis au moins 2010, mais un peu plus avant, mais nous avons la chance d'avoir une norme. Alors, c'est pas la mode en ce moment, les normes, c'est mal. Derrière le mot norme, vous comprendrez le mot standard. Donc nous avons la chance d'avoir un texte qui s'appelle la norme française NFZ 42013, pour en répéter plus tard, qui définit comment fabriquer, opérer, mettre en œuvre un service d'archivage électronique qui va garantir toutes les choses complexes qu'on a évoquées et que vous ne pouvez pas retenir en un instant. Et donc cette boîte à outils permet vraiment de construire la solution qui va répondre à l'ensemble de ces obligations. Et puisque nous ne sommes pas en capacité de juger si c'est bien fait ou pas bien fait, cette norme permet une certification, c'est-à-dire qu'un opérateur
qui veut avoir un service d'archivage électronique en le fabriquant tout seul chez lui, ou utiliser un prestataire qui va pourvoir à son besoin, peut être certifié avec la marque NF461, ce qui va garantir à son utilisateur que le service respecte la norme et que donc il respecte l'état de l'art et que donc vous pourrez travailler en confiance. Et c'est tout l'objectif de cette norme et de cette certification, c'est d'enlever de la charge mentale aux opérateurs pour pouvoir travailler en confiance et être tranquille sur toute la complexité et n'avoir que à trouver son original, son exemplaire de référence et définir ce qu'il veut conserver et combien de temps. Voilà. On est dans le métier de la FNTC, c'est la FNTC qui a fait cette norme et qui l'a déposée à l'AFNOR. Et juste, je voulais rajouter, mais pas que en France, puisque ce texte a été transposé au niveau international à l'ISO et en Europe, actuellement, nous travaillons d'arrache-pied pour produire un texte européen qui pourrait être mis en corrélation avec les futures exigences, enfin, les quasiment nouvelles exigences de EIDAS dans sa seconde version avec le service qualifié d'archivage électronique. Oula. Alors, déjà, première chose, norme Z42013, certification NF461. Vous retenez, si vous n'êtes pas spécialiste, que ça existe et vous pouvez constater que les gens de la normalisation sont les rois du marketing pour trouver des marques sympas. Norme européenne, quand il fait référence au travail qui est fait en ce moment, je rajouterai, parce qu'elle n'a pas dit, que c'est Séverine qui pilote ce groupe européen. Et là, IDAS, ben, on n'est plus là dans la norme, on est dans les réglementations, on revient sur le sujet. Ça parle d'archivage, IDAS. Moi, je croyais qu'il n'y avait pas d'archivage dans les services de confiance IDAS en 2016. Qu'est-ce qui se passe? C'est une excellente et merveilleuse nouveauté pour qui aime l'archivage. EIDAS instaure un nouveau service qualifié pour préserver des documents et des données de manière intègre et pérenne. C'est exactement ce qu'on cherche à faire dans notre problématique de facture. Et donc EIDAS propose maintenant un nouveau service qualifié. Et comme vous le savez peut-être, les services qualifiés sont interopérables en Europe. Donc là où nous avions un historique français d'une norme française avec une certification française qui était valable pour la France, qui était formidable, nous tendons à avoir une unification au niveau européen, ce qui nous permettra d'interopérer nos services d'archivage d'un pays à un autre. Et là, je suis assez satisfait parce qu'on arrive à la dernière question de cet atelier. Je suis satisfait parce que nous sommes en avance sur le retard qu'on avait prévu. Mais on va quand même essayer de clôturer. On parle de services qualifiés, on parle de certification NF461 et pourquoi faudrait-il recourir à un tiers archiveur certifié? Et avant même de première question, pourquoi faudrait-il recourir dans certains cas à un tiers archiveur? Alors d'abord parce qu'on est sympa. C'est vrai. Voilà, il faut le dire. Parce que comme vous l'avez vu, la fonction d'archivage, même si intellectuellement on voit bien ce que ça recouvre, techniquement c'est très complexe. Et que, évidemment, une entreprise peut décider de fabriquer son propre service d'archivage électronique, mais pour travailler correctement et sur des longues périodes et maintenir le système à son plus haut niveau de qualité, ça coûte cher. Donc, utiliser un prestataire qui mutualise ses ressources pour garantir que le service soit toujours conforme à l'état de l'art et permettre d'être en permanence en confiance, c'est un principe d'externalisation qui permet évidemment que tout le monde y gagne. Et la deuxième question, mais pourquoi qu'il serait certifié? Certifié comment? C'est ISO 27001? C'est comme les PDP, c'est pareil? En plus de ces exigences de cybersécurité, de sécurité des systèmes d'information, la certification NF461 rajoute des exigences de conformité à la norme française NFZ42013 pour garantir que le service NF461 répond aux exigences et va garantir la pérennité, l'intégrité, la durabilité, la lisibilité, tous les mots est un petit peu compliqués, et que nous ayons la certitude, parce que nous ne pouvons pas l'évaluer nous-mêmes, on ne peut pas soulever le capot du service d'archivage électronique. Donc la certification apporte la garantie à la suite d'un audit d'un tiers objectif accrédité par le COFRAC que oui, ce service-là fait bien ce qu'il dit qu'il fait.
Oui, cette notion de réversibilité qui est importante, notamment pour les tiers archiveurs, c'est d'avoir la capacité à prouver qu'on pourra se passer du tiers archiveur, qu'on pourra récupérer, ou qu'on vous donner à restituer ou donner à un frère concurrent, et qu'on n'est pas prisonnier. Je vais être obligé. Et c'est bien ça qu'on appelle l'archivage à valeur probante. Voilà. Et si les juristes ne sont pas là, vous voulez être compris, vous dites archivage légal, mais il ne faut pas le dire en présence de juristes. Je vous remercie d'avoir assisté à cet atelier. Si vous avez une frustration pour les questions, on reste un moment, on peut discuter, on peut échanger pour approfondir. Et puis, merci aux intervenants parce que c'est un exercice difficile. Ils ont tous la capacité, vous avez vu, à parler de ce sujet pendant une heure, pendant une journée, pendant une semaine. Donc là, c'était vraiment un exercice un peu difficile et je les remercie.